Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. C'est une nouvelle semaine qui commence lundi 15 avril. Notre invitée Hamida Haman, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Radio Begum, hein, je savais bien quoi, dit. Begum C'est Begum, c'est devenu un prénom féminin, mais à la base, c'est un titre de noblesse, c'est pour indiquer, voilà, comme Lady en anglais. comme Lady. Et votre grand-mère s'appelait Begum. Exactement. Ça voulait dire femme, et en même temps, il y avait un petit mot juste avant qui disait Basse Begum. Basse Begum, ça veut dire assez de femmes, parce que déjà à l'époque, avoir une femme, une fille en naissance, c'était un drame. En Afghanistan. Oui, en Afghanistan, évidemment, parce qu'on va parler des femmes afghanes. Oui, je ne l'ai pas précisé. Résistance, Renaissance, c'est un livre dont vous êtes la coordinatrice de textes qui parlent de ces femmes afghanes, des gens qui ont des liens particuliers avec l'Afghanistan. On va en reparler avec vous, et c'est au bénéfice de cette Radio Begum, et c'est pour ça qu'on vous invite ce matin pour en parler, pour parler de ces femmes afghanes trop ignorées, oubliées, qui sont peut-être les femmes les plus malheureuses aujourd'hui au monde, les plus ostracisées. On y revient avec vous dans un instant. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, Valérie Hamida, l'actualité, c'est l'attaque directe de l'Iran sur Israël. Pourtant, il y a quelques années en arrière, les deux pays étaient les meilleurs amis du monde, comme le rappelait Maryse Burgot dans le 20h de France 2. Iran et Israël, deux ennemis intimes depuis plus de 40 ans. Pourtant, quand le Shah d'Iran est encore au pouvoir avant 1979, l'État hébreu est l'allié de l'Iran. L'Iran est même le deuxième pays musulman en 1950 à reconnaître l'État d'Israël. Mais tout bascule en 1979 avec la révolution islamique à Téhéran. Le nouveau régime des ayatollahs rejette l'impérialisme américain et son allié Israël. C'est le début d'une longue guerre indirecte entre les deux puissances. Il y avait des sortes de règles de jeu, mais non écrites toujours, qui est pas d'attaque, pas d'affrontement direct. Et on se fait mal par des coups pas possibles, mais on tombe pas dans l'affrontement direct. L'Iran a basculé comme un peu l'Afghanistan. Comment vous expliquez que la religion soit si prégnante en Afghanistan, que le moment où ils ont eu de la liberté, ils s'en sont pas servis indirectement? Je parle de l'Afghanistan. De l'Afghanistan, bien sûr, mais c'est des pays où la religion et la culture sont extrêmement liées. On ne peut pas, on n'est pas encore en mesure de séparer aucun Afghan, même si on aura vécu 20 ans de démocratie, n'aura pas l'idée de séparer. C'était beaucoup trop tôt pour nous, pour une société comme la nôtre. Et on le voit même en Iran, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est une société beaucoup plus éduquée, évoluée, riche. Mais en même temps extrêmement attaché à la religion, parce que c'est imbriqué de manière très directe avec la culture. L'article de Anne Jouan sur le MeToo à l'hôpital n'en finit pas de faire réagir. Dans cet article, le médecin Karine Lacombe dénonce les agissements de l'urgentiste Patrick Pelloux, et vous allez voir que Karine Lacombe a réagi aux propos de Patrick Pelloux, qui se défend, qui explique que c'était une certaine époque. Je pense surtout qu'il faut qu'il y ait la prise de conscience, parce que par exemple, ce que Patrick Pelloux a répondu à Anne Jouan, on rigolait bien, mais moi je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu l'interview hier. Je me suis dit, mais finalement, qui rigolait à part ceux qui justement agressé sexuellement, avait ses propos grivois, pensait que se frotter contre une fille quand elle est de dos, c'est marrant. Mais non, c'est pas marrant en fait. C'est pas marrant, et c'est pas parce qu'à l'époque on ne disait rien, parce qu'on était pétri de culpabilité, parce qu'on avait potentiellement peur de la hiérarchie et des conséquences que que c'était quelque chose de rigolo, pas du tout. Et puis, évidemment, elle a déclaré aussi... Enfin, il y a une association qui demande aux femmes qui ont été victimes de Patrick Pelloux... des médecins, des jeunes internes. Absolument. Yanis Roden, prof d'histoire dans un collège ZEP de la Seine-Saint-Denis, est revenu sur la notion de laïcité qui peut varier selon les pays. Écoutez bien, Mida, ça va vous intéresser. On a abandonné le terrain en se disant c'est un acquis. Et en fait, ce n'est pas un acquis.
Et on voit bien qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Face à ces jeunes, et il m'arrive moi de faire des interventions évidemment face à mes élèves, mais aussi dans d'autres établissements, je crois qu'une des stratégies, c'est de montrer comment on vit ailleurs sans la laïcité. Comment on se marie ailleurs, comment on meurt ailleurs, comment on hérite ailleurs, je pense notamment à l'égalité femmes-hommes par exemple, comment tout cela, comment on va à l'école. Quand vous montrez ça aux élèves, eh ben, je vous assure qu'ils ont des réactions un peu surprises en disant mais en fait nous on se rend pas compte monsieur que ailleurs oui ça nous protège. On pourra en parler, mais c'est vrai que le vécu musulman en France n'est pas le même vécu musulman en Afghanistan, et on pourra reparler du voile, parce que les femmes afghanes essayent de retirer ce voile. Enfin, plutôt les Iraniennes. Les Iraniennes, pas les Afghanes. Elles font rien. Les pauvres femmes afghanes, elles sont enfermées dans leur burqa. Non, les femmes afghanes, elles ne sont pas. Leur revendication, c'est pas de retirer le voile, c'est d'être simplement avoir des droits, avoir accès à leurs droits fondamentaux, qui sont l'éducation, la santé. Elle l'accepte pas, mais c'est pas la priorité. Chose, le voile et la burqa, il faut pas tout confondre. Le voile, c'est un voile qu'on met sur la tête. Le burqa, c'est quelque chose qui nous cache le visage. La burqa, bien sûr, on n'est pas d'accord, parce que la burqa, c'est l'enfermement, et lorsque les femmes qui portent la burqa, c'est pas vraiment les plus ouvertes au monde, et c'est pas celles qui ont accès à l'éducation, à la santé et au travail. Malheureusement, les femmes afghanes, ce qu'elles veulent, c'est simplement le droit d'exister comme un être humain, avec leurs droits fondamentaux. Les femmes iraniennes, effectivement, elles veulent plus de droits, ce qui est normal, et elles veulent avoir le choix. Il faut savoir que dans la constitution iranienne, il est indiqué, le voile est obligatoire, alors que par exemple ces 20 dernières années, avant l'arrivée des talibans en Afghanistan, le voile n'était pas obligatoire. Mais il ne serait jamais venu à l'idée de qui que ce soit de l'enlever ou de ne pas simplement le mettre. Moi, quand je suis en Afghanistan, je porte le voile et je me pose même pas la question. Il fait partie intégrante de mon identité d'Afghane quand je suis en Afghanistan. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, la religion et la culture sont extrêmement imbriquées, et on n'est pas encore prêt à enlever le voile en Afghanistan ou donner le choix. Par contre, en Iran, on est beaucoup plus prêt à proposer ce choix aux gens, et le gouvernement serait bien inspiré de le faire. Mon son 4 est toujours un son d'humour, en tout cas de détente après cette actualité. Alors c'était Face à Baba dimanche. Alors ils ont eu une bonne idée dans Face à Baba. Ils ont invité un médecin légiste qui a raconté les autopsies. Alors je vous ai mis qu'un seul extrait parce qu'il en a raconté plusieurs. Les autopsies les plus originales ou les plus farfelues qui lui est arrivé d'avoir. Et vous allez voir Valérie que chez un mort on peut trouver beaucoup de choses. Oui, des objets improbables dans des corps. Oui, des Vierges de Lourdes. Des Vierges de Lourdes. Ah, des Vierges de Lourdes. Ouais, des petites statues de la Vierge qu'une dame se poussait dans la vessie. Elle n'est pas morte de ça, elle n'est pas morte de ça du tout, oui, dans la vessie. Elle avait des infections urinaires à répétition, puis elle a fini par mourir, mais pas de ça. Elle s'est suicidée, elle s'est pendue. Et quand j'ai fait l'autopsie, dans la vessie, j'ai trouvé ça, des épingles de nourrice, des clous, toutes sortes de choses qu'elle se poussait dans la vessie. Elle n'avait pas ouvert un Bricorama? Non, mais c'est glauque. Je pose la question, les gars. Mais la séquence était incroyable. Il a raconté plein de choses. C'était à la fois drôle, passionnant et étonnant de notre monde. Et si on démarrait la semaine avec un slam, Valérie, ça vous fait plaisir? Non. Non. Je sais que vous l'aimez pas. Moi, je l'aime bien. Grand Corps Malade, il était l'invité en live de Célébdo. Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et patient. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir. Vous qui aimez les poèmes et l'écriture, qu'est-ce qui vous gêne? Pour l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Rien. C'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de l'Afghanistan, des femmes afghanes, des mouvements de résistance qui s'organisent depuis l'étranger. On va parler avec vous, Hamida Aman de Radio Begum. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hamida Aman. Vous êtes fondatrice de Radio Begum. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin. Vous publiez un livre, un collectif, Résistance Renaissance. Des voix s'élèvent ici pour que la voix des femmes afghanes ne s'éteigne pas là-bas. C'est aux éditions Labor et Fides. Et c'est vrai que ces femmes afghanes, elles sont un peu les oubliées de notre société. On en parle assez peu et pourtant, ce sont peut-être les femmes qui aujourd'hui souffrent le plus au monde. Elles sont déniées
et ostracisées parce que femmes. Tout à fait, tout à fait. Et je suis inquiète parce que après ce week-end, je pense qu'on va encore en parler moins parler, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a tellement d'autres actualité remplace une autre actualité. Une actualité très dense, et malheureusement les femmes ne font pas, on le voit, c'est quand même une des situations les plus choquantes au monde, et c'est fait en toute impunité. Parce qu'elles n'ont plus droit, on va parler de la situation de ces femmes, elles n'ont plus droit à l'éducation, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école. À l'université, elles ne peuvent plus accéder à un grand nombre de métiers de travail. Elles ne peuvent pas occuper, l'espace public leur est interdit. Ouais. Elles peuvent plus aller dans les bains publics, dans les parcs. Avant, on pouvait aller faire du sport, etc. Là, les salles de sport aussi leur ont été tenues. Les salons de beauté, on a vu décapiter les mannequins en vitrine des magasins pour qu'il n'y ait plus de visage de femmes. Enfin, c'est une société où la femme est en prison, en fait. N'existe plus. Et nier. Comment vous emmure les femmes. On emmure les femmes. Mais quelle est la signification pour ces talibans? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer par là? Ils veulent montrer que maintenant c'est eux les maîtres, et que l'occidentalisation, ou en tout cas la démocratisation et donc l'occidentalisation du pays est bien terminée, et c'est une manière de marquer leur territoire à eux, et de remettre en avant, et de manière beaucoup plus dure, les traditions ancestrales afghanes, parce que c'est au nom de ces traditions, parce qu'ils mettent la religion en avant, mais c'est pas la religion qui impose ce genre de restrictions. Pas du tout. C'est des traditions très ancestrales qui ont lieu dans des zones très rurales, très reculées de l'Afghanistan, dans les zones sud ou ailleurs dans le pays, mais une ruralité. Voilà, c'est la victoire du monde des campagnes contre les villes une énième fois. Je le dis dans le recueil d'ailleurs, dans la préface, parce que ça, c'est ce qu'on avait vu déjà il y a plus de 40 ans. Lorsque les soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Absolument. C'était des moudjahidines, c'était des gens, des paysans qui ont pris des pelles, des pioches et des armes de chasse et des fusils de chasse pour aller s'attaquer aux soviétiques. Et actuellement, voilà, et ça a duré plus de 10 ans jusqu'à la défaite soviétique. Et là, on a eu 2001, 2002. L'intervention de la coalition internationale, les Nations Unies et de l'OTAN pour rétablir la paix et chasser les talibans à ce moment-là. Un processus démocratique a commencé avec une grande implication. Jamais autant la communauté internationale n'aura investi d'argent et de temps sur un seul pays. Et le pays a bénéficié d'énormément de soutien, de lumière, mais ça a aussi engendré énormément de problèmes. C'est-à-dire que quand il y a trop d'afflux d'argent dans un pays aussi exsangue de tout, forcément, ça crée de la corruption. Bien sûr. Et c'est ce qui a pas manqué de faire. Et toutes ces années-là, donc les femmes ont pu bénéficier de grandes largesses, de liberté, comme elles en ont bénéficié pendant les soviétiques. Alors comment vous expliquez qu'on est revenu en arrière et que les talibans soient revenus? Mais parce que je pense que les talibans sont revenus parce qu'on les a pas intégrés au processus de paix ou au processus démocratique vers lequel allait le pays. À un moment, de toute manière, ces talibans, ce sont pas des étrangers. Ils font partie du pays. Et pourquoi, lorsque la coalition a pris le pouvoir, où ils étaient le plus faibles, au début des années 2000, pourquoi ne pas avoir tendu la main vers ces gens-là? Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était beaucoup les États-Unis qui prenaient les décisions. Ils étaient encore très en colère. Il y avait le 11 septembre. Donc jamais, il y a rien qui a été fait. Et à un moment, en 2020, lorsque le gouvernement central était le plus affaibli et les talibans les plus forts, le gouvernement Trump à l'époque a décidé de tendre la main aux talibans et de dire bon, basta, ça suffit, on va parler avec ces gens et puis qu'ils trouvent une solution et que nous on se barre. C'est ça, qu'ils trouvent une solution entre eux. Parlez-nous de Radio Begum. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une radio qui est faite par des femmes, pour les femmes, qui émet en Afghanistan. C'est possible aujourd'hui?
Oui, parce que un des seuls domaines où les femmes n'aient pas été interdites de travailler sont les médias. Donc tant qu'on n'a pas interdit le travail des femmes, elle est extrêmement restreinte. C'est-à-dire qu'il y a des femmes journalistes. Il y a des femmes journalistes, il y a des femmes présentatrices. Journalistes, c'est beaucoup dire parce que elles sont pas en mesure de vraiment d'aller sur le terrain, couvrir, etc. Nous, on a des reporters pour la radio, mais elles vont couvrir des sujets femmes. Donc on va voir où les femmes travaillent, où les femmes étudient ou s'instruisent, parce qu'il y a quelques lieux, etc. C'est ça qu'on couvre un petit peu. Mais Radio Begum, pour en revenir à ça, Radio Begum, c'est une radio qui est faite en Afghanistan par un groupe de 25 femmes. On diffuse de Kaboul. Non, pas du tout, pas clandestinement. Comme je l'ai dit, les médias sont autorisés à diffuser, les médias télé, radio, mais nous sommes très restreints. Donc la radio Begum n'est pas une radio clandestine, elle émet de Kaboul vers les provinces. On a 18 antennes, on couvre plus de la moitié du pays. C'est 25 jeunes femmes qui font cette radio. Elles ont des profils comme, elles sont reporters, elles sont journalistes entre guillemets, donc mais elles peuvent plus vraiment exercer comme animatrices surtout, profs. Mais comment elles peuvent être profs, enseigner alors que l'enseignement est interdit ? L'enseignement est interdit, mais nous, depuis le début, on fait des programmes radiophoniques, des cours radiophoniques. On emploie justement des profs d'histoire et des profs de géo, mais comment les talibans tolèrent ça ? Il n'y a pas un paradoxe à interdire les écoles et à autoriser une radio qui va finalement dispenser de l'éducation ? Alors, nous dispensons cette éducation. Peut-être qu'ils pensent que je ne sais pas. Nous avons pourtant, ce n'est pas une radio cachée, c'est une radio qui est, et dès le premier jour, lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, je suis allée les voir et je leur ai montré notre grille des programmes. Donc dès le premier jour, ils sont au courant, mais ils n'ont pas arrêté. Il existe d'autres programmes, par exemple des chaînes YouTube et des groupes WhatsApp pour enseigner. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc ce régime. Il y a des zones de gris et nous justement on opère dans ces zones de gris. Et qui sont les femmes qui sont les femmes qui vous écoutent ? Vous avez un justement Valérie, moi je vous ai mis un extrait de Radio Begum puisqu'il y a une libre antenne où les femmes peuvent appeler et expliquer leur mal-être. Voici un extrait de Radio Begum. J'ai une fille de 15 ans. Depuis que les écoles sont fermées et qu'elle n'y va plus, elle est en dépression. Elle n'arrive plus à se concentrer sur rien. Cette situation me fait tellement de peine et je ne sais pas quoi faire. Elle non plus. Et elle me demande tout le temps quel avenir elle peut bien avoir ici. Je comprends. Elle a évidemment raison d'être inquiète pour son avenir. Voilà, c'est un extrait de Radio Begum. Les femmes peuvent appeler Radio Begum et discuter de leur mal-être. Je vous ai dit, on avait des cours on a des cours de classe radiophonique, mais à côté de ça, nous avons tous les jours 2 heures de soutien psychologique. Et donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est justement un extrait de ces appels. C'est 2 heures, donc pendant 2 heures, on a plus de 25 appels de femmes qui consultent. C'est des consultations gratuites. Mais elles ont des portables ? Elles ont des portables, oui. Alors, elles ont des téléphones portables, pas forcément des smartphones, des petits téléphones portables, comme on en avait avant les smartphones. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles écoutent la radio grâce à ces petits appareils, parce que ça capte très très bien, comme un poste de radio, en fait. Et elles appellent, et pareil, elles appellent nos programmes de soutien de santé. Donc une femme gynécologue obstétricienne donne des conseils, promulgue, et c'est des dizaines d'appels par heure. Et idem pour un programme religieux. Donc à travers l'islam, on parle des droits des femmes. Donc c'est nos 3 programmes phares, par exemple, qui rencontrent énormément de succès et où on a beaucoup d'appels ou beaucoup d'interactions. Et pour le soutien psychologique, les femmes qui appellent, ce sont toutes sortes de femmes. Au départ, lorsqu'on avait lancé la radio, c'était principalement des citadines. Mais de plus en plus, des femmes des campagnes prennent leur courage. Elles en peuvent plus. Et elles osent prendre la parole, alors que ce sont des femmes à qui on donne moins la parole. Absolument. Et vous voulez lancer la télé maintenant, Télé Begum. Qu'est-ce que ça apporterait, la télé, par rapport à la radio ?
Alors nous avons lancé... c'est déjà lancé ? C'est déjà lancé. Le 8 mars, nous avons lancé la Télé Begum depuis Paris. Alors ça, c'est notre organisation en France qui l'a lancé. On veut bien vraiment démarquer les deux initiatives. Parce que la radio, c'est en Afghanistan et c'est par notre entité afghane. Et la télévision, Begum TV, c'est lancé depuis Paris, depuis nos bureaux ici. Et nous avons enregistré, comme je vous ai dit, on a les cours radiophoniques, on a les programmes scolaires, on les a enregistrés en vidéo. Ce sont des milliers, c'est plus de 8500 vidéos en 2 langues. Et nous diffusons ça à longueur de journée en boucle. Donc, pour pouvoir permettre l'image, parce qu'avec la radio, on était restreint. Les sciences, les maths, c'était pas possible. On avait à peu près 5-6 branches qui étaient enseignables à travers la radio. Et d'un point de vue technique, comment ils reçoivent ? Il y a des satellites, il y a des paraboles. Tout à fait. Concrètement, alors, c'est une chaîne satellite. On la reçoit dans un bouquet satellite qui diffuse vers l'Afghanistan. Et plus de 60, selon un dernier sondage BBC récemment, plus de 60% de la population afghane est équipée de récepteurs satellites. Donc et ce chiffre-là va un peu, malgré la pauvreté. Oui, ce que j'allais dire, ils n'ont rien à manger et ils ont quand même la télé. Oui, mais ça on l'avait déjà avant. Sûr, les gens étaient largement équipés en télévision parce que les médias c'était un peu le success story de ces 20 dernières années. Il y a eu un boom énorme et comme c'est le seul moyen de distraction, le seul moyen de s'informer, les gens en ont. Et il faut dire une chose, c'est que lorsqu'on a une connexion satellite, ça ne veut pas dire qu'on paye tous les mois. C'est un investissement en une seule fois. D'une seule fois. Il y a de la publicité sur Radio Begum ? Vous avez des annonceurs ? On a des annonceurs institutionnels, des campagnes de vaccins, etc. Pour l'instant, pas trop de commercial, mais on espère en avoir un peu de téléphonie mobile. On peut parler du livre qui est très beau. Les illustrations sont magnifiques. Alors, les illustrations, c'est une chose. Et puis, il y a les textes avec des personnalités engagées, des personnalités pour qui l'Afghanistan a un sens. Il y a Rada Gadem, qui est gynécologue. Il y a Patrick Cohen, notre confrère. Solène Chalvon, qu'on avait reçue ici et qui a passé pas mal de temps. Chacun a un angle et parle de ces femmes. C'est très émouvant. Ces textes sont tous assez bouleversants parce qu'ils témoignent d'un attachement pour un pays très attachant, pour tous ceux qui ont eu à connaître l'Afghanistan ou en tout cas l'histoire de l'Afghanistan ou à connaître des Afghans. On ne peut pas rester insensible à ce peuple. Exact. Je suis d'accord avec vous et effectivement il y a des personnes qui ne sont jamais allées en Afghanistan mais qui ont quand même voulu participer. Je trouve ça beau parce que justement c'est un regard neuf, un regard de distance, mais aussi un appel du cœur et puis les personnes mes amis proches qui connaissent très bien l'Afghanistan, on s'est toutes rencontrées sur le terrain. Je pense à Manon Kerouille, Manon Brunel-Kerouille, Solène Chalvon, mais aussi il y a Sophia Aram qui nous accompagne depuis plus de presque 2 ans maintenant, mais Isabelle Rome bien sûr, et toutes ces personnalités, Sophia Aram, Clara Gila Clara Jesus, tout à fait, et Rada Atem aussi, qui sont des personnes qui nous soutiennent depuis plus de 2 ans et qui ont voulu mettre par écrit justement ce regard et cette sororité. Il y a cette phrase terrible de Rada Atem qui dit comment peut-on passer du ministère des Affaires féminines à un ministère pour la promotion de la vertu et la régression du vice. Dans quel cerveau tordu, voire vicieux, un tel concept a-t-il pu naître ? Il y a ce texte formidable aussi de Patrick Cohen sur les cerfs-volants. Pourquoi Dieu a inventé les femmes et les cerfs-volants, vous le lirez. Il y a énormément et franchement, les illustrations, j'ai commencé par les illustrations parce qu'elles sont très puissantes. C'est une page, c'est un dessin, et elles sont à chaque fois vraiment très très belles. On peut citer Marc-Antoine Coulon, on peut citer Marjane Satrapi. Enfin, franchement, très beau livre. Hein. Merci. Oui. C'est très coloré aussi. Et les illustrations le rendent joyeux parce que les textes sont beaux, peuvent être durs, touchants. Il ne faut pas oublier aussi que ce livre a donné une grande place à la voix, à celles qui font la radio. Donc non seulement les journalistes, les animatrices de la radio, mais aussi ces jeunes filles, ces collégiennes qui viennent tous les jours enregistrer des cours radiophoniques dans nos locaux.
et à qui j'ai voulu rendre hommage, parce que souvent on me demande mais qu'est-ce qui vous fait courir autant, prendre autant de risques? Eh ben, ce sont ces jeunes filles, c'est ces collégiennes, parce que moi je suis une mère de 2 enfants qui ont 15 et 13 ans, qui ont exactement l'âge de ces filles, à qui qu'on prive de futur, qu'on prive d'avenir et d'espoir, et c'est ça qui me fait courir. Et pour moi c'était essentiel de faire ça. Et on les entend jamais. Absolument. On entend peut-être des femmes, mais pas ces petites filles. L'invisibilisation des femmes afghanes, il faut en parler, le dire, le rappeler à chaque fois. Résistance Renaissance, donc c'est un collectif que je vous conseille, des petits textes courts, très beaux, très puissants. Merci à vous d'avoir été avec nous, Hamida Aman, et puis Radio Begum, évidemment, qu'on soutient de toutes nos forces. On se retrouve, nous, dans un instant pour parler séries télé. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Romain Nigita. Bonjour, vous êtes critique série pour Téléstar. On vous connaît bien sur Sud Radio. On vous aime beaucoup parce que vous nous donnez plein de bons conseils. Avec grand plaisir. Et de conseils aussi, de choses à ne pas regarder. Les bronzés revient de Cannes. Oui. Vous étiez à Cannes Série et vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez vu là-bas. Et vous avez vu des vedettes? J'ai vu des vedettes. Il y avait Jason Priestley, Kyle MacLachlan, Michael Douglas. Jason Priestley. Des très bonnes séries et des moins bonnes. Bonne. Alors, on va vous demander une liste. Comment ça s'est passé, Cannes Série, déjà? C'était intéressant. Il y a des choses. Quelle est la tendance plutôt? Quelle est la tendance? Il y a 2 tendances. Il y a la tendance biopic. Il y a beaucoup d'histoires vraies, aussi bien dans les séries qui étaient en compétition que hors compétition. Par exemple, dans les séries hors compétition, il y avait Franklin, qui est une mini-série avec Michael Douglas. C'est bien ou pas? C'est formidable. Ça passe sur Apple. C'est déjà sur Apple TV. J'ai vu. C'est l'histoire de Benjamin Franklin, donc l'un des pères de la Constitution américaine, qui vient en France pour demander l'aide du roi Louis XVI dans la guerre d'indépendance contre les États-Unis. Donc c'est une grosse série historique, énorme décor, costumes, etc., tournée véritablement à Versailles. Donc c'est très impressionnant et en plus c'est très drôle. Si vous vous souvenez du film Ridicule, on est vraiment dans cette ambiance-là. Ce côté, il faut un peu convaincre tous les gens de la cour autour du roi, mais avec son esprit, avec les mœurs de l'époque, même si des fois sont un peu étonnantes pour cet Américain. Donc vraiment une très belle série. On a vu également à Cannes Becoming Karl Lagerfeld, qui sera diffusé à partir du mois de juin sur Disney+. Et c'est donc, comme le titre l'indique, un biopic de Karl Lagerfeld, d'après le livre de Raphaël Baquet, la journaliste du Monde. Bien sûr, qui avait fait un très très bon... qui s'appelle Kaiser Karl, le livre. Et là, alors, autant le livre couvrait toute la vie de Lagerfeld, là, par contre, la série ne se concentre que sur les années 70. Vraiment, sa rivalité avec Yves Saint-Laurent, rivalité autant professionnelle qu'amoureuse. Et c'est vraiment l'époque où... Oui, parce qu'ils ont un amant en commun. Un amant en commun, tout à fait. Ils se sont piqués. Et à cette époque-là, Saint-Laurent vraiment émerge comme un nom très célèbre, alors que Lagerfeld, lui, travaille pour d'autres. Et son nom plus dans l'ombre. Voilà. Et c'est là qu'il se dit, mais il faut aussi que moi, mon nom soit connu. Ça, c'est vraiment... Donc ça, c'est très bien. Très réussi. On a vu dans le même genre biopic Maxima. Un peu plus curieux, c'est l'histoire de la reine de Hollande, qui est une jeune femme d'origine argentine. Elle rencontre le prince à la fin des années 90. C'est un peu vendu comme le nouveau The Crown. Moi, j'irai pas jusque-là quand même. Ça fait plus telenovela. D'accord. Très honnête. Ils sont mignons, ils sont charmants. Mais enfin, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc vous déconseillez, Maxima? Oh, ça peut se regarder un après-midi, voilà, c'est sympathique. Voilà, et un peu plus sérieux, on va dire. En compétition, il y avait une excellente série serbe sur l'assassinat du Premier ministre serbe au début des années 2000 et toutes les conséquences, l'enquête derrière pour retrouver qu'il est assassiné. Il y a une collusion entre d'anciens militaires et la mafia. C'est un petit peu complexe, mais une fois qu'on est dedans, c'est... C'est sur quelle plateforme? Pour l'instant, c'est pas encore distribué, c'était dans la compétition et c'est cette série-là qui a remporté le prix d'interprétation pour toute la distribution de la série. Mais juste pour nos auditeurs, quand vous êtes dans ce festival-là, on vous diffuse un épisode, 2 épisodes, vous en voyez combien? Qu'est-ce qu'on vous montre? On en voit 2. On voit 2 épisodes. D'ailleurs, c'est la même chose pour le jury qui remet les prix à la fin. C'est vrai qu'on voit pas toute la saison parce que déjà ça serait malheureusement trop long. Mais c'est aussi là qu'on voit si c'est une bonne série, parce que si on a envie d'en voir plus, c'est ça bon veut dire signe. que ça fonctionne bien. Si on se dit là j'en ai assez vu, je sais pas la peine de voir la suite. Là par contre, qui a remporté le prix de la meilleure série? Alors le Grand Prix, c'est une série allemande qui s'appelle The Zweiflers. C'est le nom de la famille, c'est la famille Zweiflers. C'est une comédie dramatique allemande très surprenante. Puisque ça débute lorsque le petit-fils de la famille revient en Allemagne avec sa fiancée qui est enceinte, et la fiancée va découvrir cette famille qui est un
peu barré. Le grand-père a fait fortune dans la charcuterie, mais va vendre son affaire. Au moment où il veut la vendre, on se rend compte qu'il y a des trucs un peu louches qu'il a fricoté avec la mafia. La mère, elle, est très présente et essaye absolument de se convaincre elle-même que la fiancée du fils va s'intégrer à la famille, mais elle est vraiment trop présente, beaucoup trop. Donc on navigue comme ça dans un peu un choc des cultures. Ça revient un peu sur l'histoire de l'Allemagne, puisque le grand-père a vécu avec l'Holocauste. Donc c'est un mélange des tons, un mélange des genres qui est très original, mais qui fonctionne. Et ce sera diffusé sur quelle plateforme? On le sait ou pas Pour encore? l'instant, on ne sait pas. La plupart des séries hors compétition, lorsqu'elles sont diffusées au festival, c'est vraiment des avant-premières. Elles n'ont été diffusées nulle part, à part peut-être dans leur pays d'origine. Et ça va convaincre peut-être des chaînes françaises de les acheter. C'est ce qui se passe souvent en général 6 mois, 1 an après. Il y a des chaînes françaises qui vont diffuser les séries de l'édition précédente. Alors il y avait une grande série française qui était attendue, puisque la conférence de presse avait lieu qu'à Cannes. C'est Terminal, qui est la nouvelle série avec Jamel Debbouze. Et moi j'ai lu votre Facebook, vous avez écrit la conférence de presse est beaucoup plus drôle que la série. En effet, j'ai pu voir tous les épisodes que Canal+ a mis à disposition de la presse. Ils en avaient choisi 3. Et c'était pas les 3 premiers, c'était le 1, le 3 et le 5. Donc on peut dire qu'ils avaient peut-être choisi les meilleurs. Donc ça laisse songeur sur les autres épisodes. Et c'est en effet une série qui est co-créée et co-réalisée par Jamel Debbouze. Il joue un petit rôle dans un épisode seulement, mais c'est pas lui la vedette à l'écran. La vedette c'est Ramzy, donc qu'il retrouve quasiment 25 ans après H. Et en tout cas pour moi c'était une énorme déception. J'étais vraiment très client de H. Et c'est quoi? C'est censé être comique? C'est une sitcom tournée en public, comme l'était H et comme le sont toutes les grandes comédies américaines, Seinfeld, Friends, etc. Donc pas au niveau. Et ça se passe dans un aéroport. C'est l'équipe d'une compagnie low cost avec un capitaine, un pilote joué par Ramzy qui est complètement déjanté. Il y a les stewards, il y a les personnels au sol. Et c'est très caricatural, c'est pas très drôle. Certains acteurs secondaires ne jouent franchement pas très bien, notamment une jeune femme qui s'appelle Laurine, qui vient d'Instagram, dont c'est le premier rôle. Malheureusement, ça se voit. Les seuls moments un peu drôles, ce sont les moments dont on sent qu'ils sont clairement improvisés. Il y a notamment un épisode dans lequel Jamel apparaît. Il joue le responsable de sécurité de l'aéroport. Il fait good cop, bad cop avec Ramzy. Là, c'est très très drôle. On sent qu'il s'amuse et nous avec eux. Mais le reste est quand même franchement poussif. Un auditeur me dit, il y a une polémique. C'est Stéphane qui est fan de série. Il y a une polémique concernant Stallone dans King of Tulsa. King, qui est la série Stallone sur Paramount+, dans laquelle il joue un mafieux qui se retrouve dans une petite ville en plein milieu des États-Unis. Oui, il y a une polémique depuis quelques jours dont on connaît pas trop les tenants et les aboutissants. Certains figurants sur le tournage de la saison 2 qui se tourne en ce moment se sont plaints parce que, selon eux, le réalisateur de l'épisode et Stallone auraient fait des commentaires désobligeants sur ces figurants, disant qu'ils étaient trop vieux, trop moches, trop gros, et qu'ils demandaient plutôt à voir autour d'eux des jeunes femmes, des gens habillés à la mode, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu le son de cloche de l'équipe de tournage de la série, mais et c'est bien ou pas? Alors moi, la série, nonobstant toutes les polémiques, j'ai adoré la première saison. C'est vrai. Stallone a un charisme absolument intact. Il joue beaucoup avec l'humour sur le côté j'impressionne les gens, mais en fait, dès que je suis tout seul, je suis un pauvre gars de 75 ans qui n'arrive pas à coucher avec des femmes. Il y a un peu cette histoire-là, il y a le côté romantique, mais je suis vieux, j'arrive pas à recontacter ma fille parce qu'il sort de prison. Donc il joue un peu avec son image, il joue avec sa légende. C'est une belle comédie dramatique, moi je trouve. Et puis il y a une série qui est en train d'être, il y a beaucoup de promotions autour d'elle sur Prime Video, c'est Fallout, vous la conseillez? Fallout qu'on a vu justement en avant-première hors compétition à Cannes. Alors je vous la conseille si vous êtes fan de science-fiction un peu déjantée. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo, ça se passe dans le futur, un futur post-apocalyptique, dans lequel il y a une jeune femme qui a vécu toute sa vie dans un bunker. Son père est kidnappé par une bande de méchants, et donc elle va sortir pour la première fois de sa vie de ce bunker et découvrir ce que sont devenus les États-Unis. C'est un espèce de Mad Max déjanté avec des gens qui se prennent pour des cow-boys, d'autres qui se prennent pour des chevaliers robotiques. Enfin voilà, c'est un grand melting pot de plein de trucs, c'est assez trash par moment. Parce qu'elle est restée enfermée le temps d'une explosion atomique et elle ressort... On est 200 ans après l'explosion, donc elle a vécu toute sa vie dans ce bunker. Elle a jamais connu le monde extérieur. Elle n'a pas vécu 200 ans. Non, elle n'a pas vécu 200 ans, mais elle fait partie d'un groupe d'humains qui a vécu sous terre pendant 200 ans. Et elle revient à la... Elle découvre l'extérieur avec son regard un peu naïf, elle va découvrir plein de choses dont elle n'a pas idée. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, l'action, le trash, l'humour un peu noir, c'est pour vous. Si c'est pas votre truc, si c'est pas votre tasse de thé, franchement, c'est pas la peine de commencer. On peut passer notre chemin. Il y a une série française qui vous a marqué?
À Cannes Série. Oui. Lagerfeld, c'est une série française. C'est produit par Gaumont. Pour Disney, ça se passe quasiment que à Paris. Il y a une autre comédie que Terminal, qui est un peu plus réussie, qui s'appelle Fiasco, qui est avec Pierre Ninet pour Netflix. Valérie, prends des notes. Oui, je prends des notes. On pourrait dire que ça porte bien son nom, parce que c'est pas une totale réussite, mais c'est plutôt pas mal. C'est le faux making-of du tournage d'un film qui tourne au Fiasco, justement. Un jeune réalisateur inexpérimenté, joué par Pierre Ninet lui-même. Il y a des acteurs comme Géraldine Nakache, comme Vincent Cassel dans cette série. Voilà, c'est plutôt drôle sans être la comédie dont on se souviendra. Est-ce qu'il y a des suites attendues qui arrivent? Des suites? Je pensais à Michael Douglas, la méthode Kaminski, qu'il y en aura d'autres ou pas? C'est terminé. C'est fini, d'accord. C'est pour ça justement qu'il a pu tourner Stéphane demande, est-ce que Cobra Kai, Stranger Things et Sandman, il y aura des suites? Alors Cobra Kai, oui, ils sont en train de tourner l'ultime saison qui sera la saison 6, si je dis pas de bêtises. Cobra Kai, c'est issu de Karate Kid. En fait, on retrouve les personnages de Karate Kid quand ils sont devenus adultes 30 ans plus tard. Stranger Things, ils sont en train de tourner la 5e saison qui sera la dernière et qu'on devrait voir a priori l'année prochaine. Et si vous êtes impatient, en ce moment à Londres, il y a un spectacle sur scène. Vous allez en parler, absolument. Alors, c'est pas une comédie musicale, c'est une pièce de théâtre. Ça se passe dans les années 50. C'est un peu les origines des méchants qu'on a un peu découvert dans la saison 4. C'est mis en scène par Stephen Daldry, qui est un grand metteur en scène de cinéma, et c'est lui qui avait réalisé les premiers épisodes de The Crown. Donc c'est une énorme production. Faut vous y prendre à l'avance pour avoir des places. Je Exactement. Crois que c'est plein, et ils ont eu hier c'était les Oliver Awards, qui justement sur tout le théâtre et les comédies musicales. Et Stranger Things a eu 2 Oliver Awards hier sur cette pièce de théâtre qui est incroyable. Je vais aller la voir au mois de mai. Je sais, vous vous en fichez, Valérie, mais je vous le dis que durant mes vacances du mois de mai, je vais aller le voir. Dans les choses qu'il y a en ce moment sur les plaplateformes, qu'est-ce que vous avez des coups de cœur, des conseils? Oui, et moi je voulais vous demander si l'Ukraine Je viens de poser une question. Oui, mais il va répondre, parce qu'on a travaillé l'émission, vous allez voir. Non, je voulais savoir si l'Ukraine, et du coup il va parler d'un truc sur les plateformes, l'Ukraine et Israël, ce qui se passe là-bas ont influencé certaines séries. Alors, sur ce qui se passe en ce moment en Israël, ils n'ont pas encore eu le temps de produire des séries, mais il y a des séries qui existent déjà, que vous pouvez voir, qui rappellent comme ce qui se passe en ce moment. Sur Apple TV+, il y a une série qui s'appelle Téhéran, sur une espionne israélienne qui est infiltrée en Iran. Dans la saison 2, il y a même Glenn Close. C'est très vieux. C'est une série un peu façon Homeland, si vous aimez ce genre-là. Il y a Fauda aussi qui parle beaucoup des relations justement. Et sur l'Ukraine, vous m'avez parlé de quelque chose sur la plateforme. Ils ont eu le temps, ça y est, de tourner 2 séries tournées en Ukraine qui parlent du conflit. Les 2 sont visibles sur France.tv, donc c'est gratuit. La première s'appelle In Her Car, donc dans sa voiture. C'est l'histoire d'une psychiatre qui va aider des gens à aller d'un bout à l'autre du pays avec sa voiture et qui va un peu parler avec eux, parler de leur trauma. Chaque épisode, ça va être un passager différent. Et encore plus réussi, une autre qui s'appelle Ceux qui restent. Ça porte bien son nom. Ça parle des gens qui sont restés à Kiev. Pareil, chaque épisode, c'est une situation différente. L'une, ça va être un groupe de SDF, un père avec son fils. L'autre, c'est une famille recomposée. Un autre épisode, c'est carrément les employés du zoo de Kiev. Voilà comment ils font pour se débrouiller quand il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture pour les animaux. Donc moi, je vous conseille vraiment Ceux qui restent sur France.tv. Et alors, vos coups de cœur à vous en ce moment? Coup de cœur actuel, sur France.tv, justement, je suis désolé, c'est le hasard, mais il y a une très jolie série québécoise qui s'appelle À propos d'Antoine. Antoine, c'est un jeune garçon autiste et handicapé moteur. Et en fait, ça va être un peu le coup de cœur d'une jeune femme qui est en fait la nouvelle petite amie du père d'Antoine. Elle va devoir intégrer cette nouvelle famille, découvrir sa nouvelle belle-mère, l'ex de son nouveau copain et ses enfants, dont ce petit Antoine. C'est très touchant, c'est très drôle par moments. Ça parle frontalement du handicap. Donc vraiment, ça c'est une très belle série. Sur Arte, il y a des bonnes séries aussi. Sur Arte, il y a des très bonnes séries. Alors j'en ai pas noté actuellement, mais il y a des trucs très bien. Récemment, ils ont mis en ligne, par exemple, la nouvelle saison de The Split, qui est une série judiciaire britannique sur une avocate qui est spécialisée dans les divorces. Et dans cette nouvelle saison, qui est la 3e saison et la dernière, elle va elle-même passer par un divorce. C'est génial, c'est une série formidable. Et je peux vous en conseiller une, qui est un coup de cœur, mais très, 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 très dark. Donc réservé aux plus adultes de vos auditeurs et auditrices. Sur Netflix, une série britannique qui s'appelle Mon Petit Renne. Avec un titre pareil, on peut se dire c'est un truc pour enfants. Pas du tout. Mon Petit Renne, c'est le surnom que donne une stalkeuse, un jeune barman dont elle tombe amoureuse, mais une stalkeuse qui est... Je sais pas ce que c'est une stalkeuse. Stalkeuse, c'est une harceleuse, pardon. Ah d'accord. Qui va le suivre partout, lui envoyer des messages. Et ce harcèlement va réveiller chez ce jeune homme un trauma qu'il a vécu quelques années auparavant. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est très surprenant, mais très très sombre. Donc vraiment, faut avoir le cœur bien accroché. Très bien, moi j'ai pris des notes en tout cas. Vous reviendrez. Romain Digita, merci beaucoup. Téléstar, toutes les semaines. Brillant, et on se retrouve, nous, pour les commentaires de l'actualité. À tout de suite.